Nous voici aujourd'hui dans le magnifique parc de la Résidence. La Résidence est un immeuble qui se reconnaît facilement grâce à sa couleur légèrement rosée. Il se trouve à 2 pas de la plage du Grand Valat et de l'entrée est avec le viaduc de Bandol. La Résidence a évidemment une histoire, celle du Grand Hôtel et Hôtel des Bains. Mais elle a également une âme, et j'allais dire 2 âmes, celle de Marie-Madeleine Félicie-Vuillet, qui fut la directrice, une très forte personnalité du Grand Hôtel, mais également de l'architecte Fleury Linossier, dont on voit ici un exemple extraordinaire de l'Art déco 1927. Mais pour raconter une histoire, il faut remonter dans le temps. Ainsi, au Second Empire, à l'époque de Napoléon III, tous ces terrains, ainsi que 8000 mètres carrés au nord de la voie ferrée, appartenaient à 2 bandoliers, Henri Revest et Joseph Roudin, tonneliers et fabricants de barriques. À noter que les Roudin avaient donné 6 maires à la commune de 1756 à 1880. Ces terrains incultes furent vendus pour la première fois en 1884 à un certain Jules Berton, qui était ancien consul de France à Sacramento, en Californie. Puis une deuxième fois en 1887 au docteur Auguste Voisin, qui était médecin à la Salpêtrière et président de la Société de médecine de Paris. Celui-ci acheta l'ensemble des terrains jusqu'à la montée qui porte aujourd'hui son nom, la montée Voisin. À cette époque, la montée Voisin n'était qu'un chemin charretier qui fut concédé à la municipalité en 1901. L'ensemble de ces terrains constituait environ 4 hectares. Sur la carte postale, datée de 1901, on peut voir d'ailleurs sur l'actuelle plage du Grand Valat, à ce niveau-là, des moutons en train de paître à l'époque de la transhumance. En 1898, à la mort de son époux, Auguste Voisin, Madame Voisin acheta la plage et le terrain situé devant l'hôtel, l'ensemble appartenant à la veuve d'un armateur marseillais qui possédait également d'autres terrains dans le même quartier. Auguste Voisin avait construit un bâtiment, un premier bâtiment, qui allait être à l'origine du Grand Hôtel. Mais à sa mort, Madame Voisin préféra louer l'hôtel à la famille Brandin. Elle construisit également à la même époque, sur l'aile ouest du bâtiment, à quelques distances de l'hôtel, une annexe qu'on appela la Villa Noria. Le premier bail connu fut signé le 1er août 1900 entre donc Madame Voisin et Ernest Louis Brandin, qui était maître d'hôtel, et son épouse. Le bail serait renouvelé tous les 5 ans et sera ainsi poursuivi jusqu'en 1923. Sur une autre carte postale datée de 1901, on retrouve le premier hôtel, le Grand Hôtel et l'Hôtel des Bains, ainsi qu'à sa droite, la Villa Noria. Sur une autre photo datée de 1903, on voit la façade de l'hôtel Brandin en plein été, toute tenture déployée, et à gauche, le premier palmier qui fut planté dans le parc. En 1905, Madame Voisin fit construire une aile entre la Villa Noria et l'aile ouest du bâtiment principal. Cette aile devait être constituée de 2 étages, mais finalement, il n'y eut qu'un seul rez-de-chaussée. En 1905, l'hôtel figurait dans un guide, le guide Joanne de Provence, comme le plus ancien hôtel de Bandol, et il était nommé également dans le guide de Michelin de 1903. Curieusement et paradoxalement, Beau Rivage, qui datait de la même époque et qui était dirigé par la famille Croisi, ne figurait pas dans ces guides. Vint alors l'heure de Madame Vuillet. Marie-Madeleine Félicie Vuillet, née
Charmont était d'origine savoyarde. Elle est née à Thonon en 1882. Son père était notaire et elle fut veuve à l'âge de 30 ans. Très active et très dynamique, elle s'engagea durant la Première Guerre mondiale comme infirmière militaire. Elle eut de très nombreuses récompenses, dont 2 médailles et plus particulièrement celle des épidémies. À la fin de la guerre, elle poursuivit ses pérégrinations dans le sud de la France à la recherche d'un hôtel à gérer. Et ainsi, en 1919, elle acheta le fonds de commerce, le droit au bail et l'ensemble du matériel pour gérer l'hôtel de l'hôtel Brandin. Ce bail, elle le signa également avec son frère, le docteur Emmanuel Charmont, car Madame Vullier avait avant tout le culte de la famille. Tous deux pensaient faire à la place de l'hôtel une clinique, mais le docteur Charmont, pensant que ce centre, cet établissement, serait très éloigné du centre de Bandol. Il allait donc se rapprocher de la ville, acheter une villa somptueuse qu'il transforma en un établissement héliomarin, la Soleillette. Je disais que Madame Vullier avait le sens de la famille. Son père avait quitté son étude notariale de Savoie, avait racheté le Palais d'Azur et des appartements pour chacun de ses enfants. Henri, son frère, qui était licencié en droit, allait devenir directeur adjoint de l'hôtel. Madame Vullier allait donc développer cet hôtel pour en faire un établissement de prestige. Elle construisit un court de tennis sur la plage, puis une estacade d'environ 40 mètres de long pour les baigneurs, et adjoint également au petit autobus une voiture Talbot. En 1922, elle décide de racheter le droit au bail du Golf Hotel qui était situé sur la baie de Rennecroc. Dans l'année qui suivit, elle créa une société immobilière et hôtelière, société anonyme qui permettait de gérer les 2 hôtels. N'oublions pas qu'en 1923, en août, Bandol devint station climatique, station touristique. En septembre de la même année, le conseil municipal se réunit pour autoriser la commune à mettre en place un casino de jeux. Or, Madame Vullier pensait développer ce casino au sein du Grand Hôtel, mais elle s'aperçut que les termes du bail ne le lui permettaient pas. Aussi revendit-elle son droit au bail à un certain Laurent Uticelli, qui l'année d'après monta ce fameux casino, un des premiers casinos de Bandol. En février 1924, Madame Vullier décida de racheter, selon la promesse de vente qui avait été faite en 1919, l'ensemble des bâtiments et annexes à Madame Lindé, ainsi qu'un parc d'environ 10 000 m² constitué d'arbres exotiques et qui est l'actuel parc de la résidence. Elle en profita également pour déplacer le terrain de tennis qui était sur la plage et le transférer à l'ouest de l'hôtel et de construire un nouveau cours à l'arrière de l'hôtel. Ainsi, en 1924, le capital de la société était tel que cela lui permit de réaliser des transformations, des restructurations que l'on peut diviser en 3 étapes. La première étape eut lieu avant la fin des années 1920. 2 architectes marseillais surélevèrent la partie latérale entre la Villa Noria et l'extrémité ouest du bâtiment principal de 3 étages avec perron. La deuxième étape eut lieu entre 1929 et 1930. C'est Florine Léossier qui s'en occupa et qui transforma en quelque sorte l'aile ouest du bâtiment en recouvrant l'annexe. Et la troisième étape eut lieu entre 1935 et 1936, toujours par Florine Léossier, qui s'occupa de l'aile est, qui avala en quelque sorte
l'ancien hôtel Brandin. Fleury-les-Nociers et Madame Julien étaient liés par une confiance réciproque illimitée, de sorte que c'est lui qui s'occupa de la modernisation, de la restructuration du Grand Hôtel. Fleury-les-Nociers, dont c'est la première commande, réalisa le tour de force de ne pas toucher le noyau central, donc de ne pas générer de démolition importante, tout en conservant une architecture Art déco 1925 conforme au régionalisme méditerranéen, et il redonna ainsi une certaine modernité, monumentalité à l'ensemble de l'édifice. Il s'attaqua tout d'abord à la façade, qui était constituée par la juxtaposition d'architecture bigarrée. Pour cela, il additionne des volumes pour donner des proportions à l'édifice. Puis, il monte d'un étage flanqué d'une galerie avec encorbellement, creuse des loggias avec des arcs plein cintre, tout ceci pour donner un nouveau relief à l'ensemble de l'édifice. Enfin, il s'attaque aux extrémités ouest et est, les deux tours qui sont construites sur des bases hexagonales et qui donnent à l'ensemble une allure de palais. Enfin, le couronnement est réalisé par une pergola tout à fait typique de l'art déco de l'époque. Mais ce n'est pas tout. Dans cette modernité, il faut retrouver également les colonnes cylindriques avec sans chapiteaux, ni base, les ponts coupés, les ferronneries intérieures. Et tout ceci se mariant judicieusement, harmonieusement avec les jarres d'Anduze, avec les claustras en tuiles et également la bichromie rose et bordeaux de l'ensemble. De sorte qu'en 1935-1936, on peut considérer que le Grand Hôtel fait partie de ces grands hôtels art déco, à l'art discret et raffiné du régionalisme méditerranéen, comme c'est le cas de l'hôtel Beauvallon ou de l'hôtel du Val d'Esquières, qui sont situés près de Sainte-Maxime. Et d'ailleurs, ces années folles, et plus particulièrement les années qui ont précédé la guerre, constituent l'apogée du Grand Hôtel. Mais en 1939, la guerre est déclarée. La guerre est donc déclarée en 1939. Évidemment, l'activité du Grand Hôtel va péricliter et va devenir quasiment nulle au moment de l'invasion de la zone libre par les Allemands. En effet, en septembre 1943, l'hôtel est réquisitionné par les Allemands pour y installer les services administratifs varois de l'organisation Todt. Je rappelle que l'organisation Todt était destinée à renforcer les défenses du littoral méditerranéen par crainte d'un débarquement en Provence. Dans la nuit du 19 au 20 août 1944, à 3 heures du matin, les Allemands font sauter les arches extrêmes du viaduc. La déflagration est telle que les bâtiments annexes situés derrière l'hôtel sont totalement démolis. L'hôtel est donc ainsi directement entré dans la guerre. Le matin du 21 août 1944 à 11 heures, les premiers chars, les premiers blindés défilent devant le Grand Hôtel sur ce qui deviendra par la suite l'avenue de la Libération. Il y a également là les tirailleurs algériens du 7e RCA, c'est-à-dire du régiment des chasseurs algériens, des chasseurs africains, et les sapeurs du 101e génie. Mais les chars vont échanger des tirs avec des canons allemands qui sont installés à la Cride. De nombreux obus vont ainsi exploser sur Bandol et 3 obus vont atteindre le Grand Hôtel. 2 obus sur la façade, au pied de la façade, et un obus à l'angle est, entre le premier et le deuxième étage, créant ainsi des dégâts considérables. Après la libération, le Grand Hôtel fut réquisitionné par l'armée pour constituer un cantonnement d'unités coloniales. Fleury-les-Nociers et l'architecte Jacques Berthelot
furent alors missionnés par l'État pour évaluer les dégâts causés pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces dégâts sont très importants et demandèrent près de 2 ans de travaux. L'hôtel rouvrit en 1947 avec une activité sensiblement normale, mais il avait perdu son étoile au profit de l'Hôtel des Fleurs et au profit du Splendide. En septembre 1943, Madame Vullier avait en quelque sorte senti le vent du boulet et vendit l'hôtel à une société immobilière et foncière, France Indochine. Elle toucha 500 000 francs et des actions, mais que valaient ces actions alors que l'activité de l'hôtel était nulle à cette période et que les dévaluations étaient permanentes? Cette société, France Indochine, allait changer de nom et devenir une société immobilière et hôtelière qui allait assurer la gestion de l'hôtel. Mais suivant une stratégie qui semblait déjà bien préparée à l'avance, en 1953, cette société propriétaire vendit la partie ouest du parc ainsi que les bâtiments et annexes pour qu'ils soient divisés en lots et constituaient ainsi 117 appartements. Le reste du parc, la plage, la pergola, l'estacade, serait alors propriété commune de l'ensemble des copropriétaires de la nouvelle propriété qui prit le nom de résidence. Dès 1953, les premiers habitants de la résidence furent messieurs Meisel et Ninot. Ce tandem eut 2 occupations importantes. Tandis que M. Ninot s'occupait de la restructuration des chambres pour les transformer en appartements viables, M. Meisel, lui, vendait les appartements. Avec son petit sourire malicieux, il disait qu'il vendait du bonheur car acheter au Grand Hôtel était une chance et un privilège. Quant à Madame Vullier, qui n'avait plus d'argent pour acheter un hôtel, elle assura des gérances pendant l'été dans des hôtels à Évian. Durant la saison morte, en hiver, elle avait acheté un appartement à Nice et elle finit ses jours et décéda en 1960 chez sa nièce Jacotte, près de Lyon. En 1998-2000, l'ensemble des résidents de ce magnifique édifice restaurèrent celui-ci dans l'esprit, dans le droit fil de Fleury-Linossier, car ils considéraient tous qu'il s'agissait là d'un véritable chef-d'œuvre patrimonial. Nous sommes ici sensiblement dans la chambre qu'occupait à l'époque Thomas Mann, et dans cette loggia, il écrivait son journal, écrivait du courrier, mais nous allons en reparler. Comme nous l'avons dit, les années d'apogée du Grand Hôtel furent les années folles qui ont précédé la guerre. De nombreuses personnalités fréquentèrent l'hôtel, des hivernants, des estivants, des touristes de tous bords, de tout pays, mais également des exilés qui ont fui l'Allemagne nazie, ou encore des résidents de Bandol, des bandolés, qui venaient au Grand Hôtel pour se distraire, pour dîner, pour s'amuser. Le photographe bien connu des bandolés, Harry Stavitian, prit de très nombreux clichés de ces personnalités. Malheureusement, la famille n'a pu retrouver ces photos. Et nous allons, sans être exhaustifs, revoir quelles sont ces personnalités que l'on peut classer en 3 catégories. D'une part, des écrivains, en deuxième lieu, des hommes politiques, et en troisième lieu, des personnages du monde du spectacle ou du cinéma. Les personnages célèbres qui ont fréquenté le Grand Hôtel sont souvent relatés dans un journal de l'époque, Littoral Magazine. Parmi les écrivains, il faut noter Roland d'Orgelès et Georges Duhamel, tous deux anciens combattants de 14-18. Roland d'Orgelès, connu
pour Les Croix de Bois, qui a obtenu le prix Femina, et Georges Duhamel pour son livre Civilisation, qui a obtenu le prix Goncourt. Tous deux séjournèrent à l'hôtel en novembre 1931. Mais l'hôte le plus célèbre, l'écrivain le plus célèbre qui séjourna au Grand Hôtel, fut sans aucun doute Thomas Mann, qui avait obtenu le prix Nobel en 1929. Thomas Mann séjourna au Grand Hôtel durant mai-juin 1933. Il fait partie de ces intellectuels qui ont fui le régime nazi pour venir se réfugier dans le sud de la France et en particulier dans la région Bandol-Sanary. Thomas Mann en est à sa 10e terre d'exil en 3 mois. Il arrive à Bandol, il est las, fatigué, et comme il est issu de la ville libre de Lübeck, où il menait une vie aristocratique, ce que lui permettaient ses larges droits d'auteur, il pense que sa vie en exil doit être du même train de vie, c'est-à-dire aristocratique. Donc il se plaint tout le temps. Et à force, la direction du Grand Hôtel finit par lui donner la chambre préférée de l'hôtel. La chambre est située sur l'est de l'hôtel. Nous y sommes passés tout à l'heure. C'est une grande chambre avec bain et loggia. Et on va lui installer face à la loggia, face à la mer, on va lui installer une grande table sur laquelle il va pouvoir rédiger la suite de sa tétralogie, Joseph et ses frères, écrire son journal et rédiger son courrier, en particulier des échanges épistolaires avec le scientifique Albert Einstein. Pour l'heure du thé, qui est un rituel, il le prend généralement dans les jardins, dans le parc du Grand Hôtel, mais se rend quelquefois aussi à la réserve, où il rencontre des amis. Il se promène fréquemment sur le port, se rend à l'étroite librairie, comme il l'a décrit, tenue par la famille Gosse, où il est ravi de retrouver dans les rayons 2 de ses romans traduits en français. Il se rend souvent également au Suzy, qui est devenu le bistrot du port, pour y prendre un café. Une de ses promenades favorites est le tour de Corniche, en passant par le beau rivage où il s'arrêta quelquefois pour se rendre à l'hôtel Goéland où se trouve toute sa belle famille. Mais probablement c'est le sentier de littoral, le sentier des douaniers, qui l'attira le plus souvent. En longeant la Méditerranée, il disait que la mer était toujours d'un vert merveilleusement cristallin. Il fête son anniversaire le 6 juin 1933, c'est son 58e anniversaire, puis quelques jours plus tard, la famille fait ses bagages et le 12 juin, il regagne Sanary dans une villa louée pour l'été, la Villa Tranquille. Il s'exilera ensuite vers la Suisse, où il avait passé quelques mois au début de l'année 1933. Parmi les hommes politiques, il faut noter Neville Chamberlain, qui se réfugie à Bandol, au Grand Hôtel, après l'abdication d'Édouard VIII. Il est là avec sa famille pour fêter la fin d'année 1936. Il est alors chancelier de l'Échiquier et deviendra Premier ministre en 1937. Mais un autre politique célèbre du Grand Hôtel fut Georges Clemenceau en octobre 1908, lorsqu'il vint à Bandol pour inaugurer l'école supérieure de la ville. Parmi les personnages du monde du spectacle, du cinéma, il y a bien sûr Louis Lumière, qui réside à l'hôtel, tandis qu'on finit la construction de sa villa dans le prolongement du boulevard Victor Hugo, qui deviendra le boulevard Louis Lumière. Il y a également Mistinguett, qui également attend la fin de la réalisation de sa villa, qui est située sur la baie de Rennes-Cros, la villa Youplala. Madame Vullier admirait la divette Mistinguett,
Mais elle l'irritait en même temps, car elle avait pris pour habitude d'amener sa troupe jusqu'au Grand Hôtel pour y répéter ses spectacles du Casino de Paris. Quant à Louis Lumière, qui était un excellent pianiste, elle jouait avec lui à quatre mains dans le grand salon. N'oublions pas également Rému, qui venait au Grand Hôtel en voisin pour changer d'air, disait-il. Bien sûr, dans les livres d'or de Madame Vullier, il y a de très nombreuses personnalités. Je vous l'ai dit, cette liste n'est pas exhaustive. On peut également citer Daladier, Herriot, Francis Carco, Marcel Pagnol. Les livres d'or de Madame Vullier font penser à l'insouciance de ces années folles, à l'arrivée de nouveaux mouvements artistiques et à de nouveaux modes de vie. Ainsi, l'histoire du Grand Hôtel, devenu la résidence, doit se raconter comme une véritable épopée, avec une personnalité marquante qui est celle de Madame Vullier, qui était une forte femme dans les deux sens du terme, à savoir qu'elle aimait diriger son monde, mais elle était également volubile, souriante et très aimable. Tante Mina, comme on l'a surnommée souvent, ne s'était pas pour autant séparée de la ville de Bandol. Déjà en 1935, lorsqu'un incendie se déclara près de la voie ferrée, dans Bandol, on cria « Il y a le feu au Grand Hôtel ». Les pompiers, de nombreux bénévoles accoururent, et lorsque l'incendie fut éteint, elle dressa un énorme banquet, un banquet gargantuesque, dont plusieurs bandolets de l'époque se souvinrent pendant fort longtemps. Madame Vullier aimait également la bonne chère, la gastronomie, et tout le monde se souvint des dîners plumeaux qu'elle organisait, dont on peut voir les menus rabelaisiens et les caves prestigieuses. Elle aimait également s'amuser, faire la fête. On se souvient également des bals masqués. D'une manière générale, Madame Vullier souhaitait faire de son hôtel une sorte de parenthèse dans laquelle tout ennui était banni. Pour fêter le centenaire de cette noble institution, de cet établissement de prestige, les résidents écrivirent en 1998-2000 un recueil rappelant l'histoire du Grand Hôtel, l'histoire de Madame Vullier, pour inscrire définitivement au patrimoine de Bandol cet établissement de prestige.